Au sommaire de ce journal, autonomisation de la femme. 144 récipiendaires de l'école de leadership des femmes de Fairtrade Africa reçoivent leur parchemin. Promotion d'une administration de qualité. La première édition des Journées de la femme administrateur a été lancée à Abidjan. Dans le cadre de la première édition des IDES, la structure BBC & Partners présente sa solution météo. Et puis nous irons à Mbeng, ville située à 75 km de Korogo pour parler de santé. La société Barrick dote l'hôpital général de matériel de santé. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Les temps forts de l'actualité s'ouvrent sur l'autonomisation de la femme. 144 récipiendaires issus de l'école de leadership des femmes de Fairtrade Africa ont reçu leur parchemin de fin de formation. Il s'agit du programme Équité 2 mis en œuvre par Fairtrade Africa qui se propose de changer l'échelle des impacts économiques du commerce équitable tout en accélérant la transition agroécologique. Voyant les témoignages des bénéficiaires, l'école de leadership des femmes a déjà un impact positif sur les apprenants. Pierre Tebeu et Nicolas Angwa ont recueilli quelques propos pour en savoir davantage. Je viens de recevoir mon diplôme. Ça me soulage très bien. Je suis contente d'avoir ce diplôme. Tout d'abord, avant d'aller à l'école de leadership des femmes, je ne savais pas ce que ça veut dire. Par le passé, sincèrement, j'avais du mal à m'exprimer. Mais avec l'étude que nous avons eue, sincèrement, je m'exprime aisément parce que je me dis que j'ai un potentiel à moi. Et ça m'a été vraiment réveillé. Yao Adjoa Brigitte et Emmanuel Bako n'avaient rien en commun jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'école de leadership des femmes de Fairtrade Africa. Ils sont tous des producteurs et viennent de passer plusieurs trimestres à l'école de leadership des femmes. Comme eux, ils sont 144 à avoir reçu ce jeudi 22 juin leur diplôme de fin de formation. Une formation qui a déjà un impact dans la vie des récipiendaires. Je connais mes droits des enfants, je connais beaucoup. Comment aussi faire dans mon foyer, comment aussi faire un gérant. Cette deuxième promotion de l'école de leadership des femmes sous Équité 2 est un programme alléchant mis en place pour diminuer la pauvreté et améliorer la résilience des petits producteurs. Cette formation qui est donnée à ces femmes à travers des sessions et des modules de formation sont aussi pratiquées. On a un aspect donc pratique à travers des sensibilisations et des activités communautaires qui sont aussi prises en compte. Cette seconde phase de projet Équité 2 qui s'achève dans un an va également permettre aux producteurs ouest-africains de mieux faire entendre leur voix auprès des autorités nationales. Aussi, elle leur permettra de défendre une organisation des filières agricoles plus respectueuses de l'environnement et de la justice sociale à travers la consolidation de plateformes nationales de commerce équitable. C'est toujours une question de femmes. Du 6 au 7 juillet prochain se tiendront à l'hôtel Radisson Blu les Journées de la femme administrateur. Initiées par le réseau ivoirien des femmes administrateurs, cette première édition va se pencher sur le thème « Le leadership de la femme administrateur pour une administration publique moderne et performante ». L'annonce a été faite par la présidente nationale du réseau ivoirien des femmes administrateurs, Konena Nourgo et Augustin Kra. C'est un nouveau cap franchi par le réseau des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire dans la recherche de la qualité dans l'administration. Avec l'organisation de cette première édition des Journées de la femme administrateur, le RIFEMAD veut ainsi promouvoir une administration publique moderne et performante. Prévu du 6 au 7 juillet 2023 au Radisson Blu Hotel, les Journées de la femme administrateur permettront de situer la contribution du leadership féminin dans la promotion d'une administration publique moderne et performante. Nous comptons encadrer, nous comptons servir de modèle à la jeune génération, compte tenu de ce que nous constatons aujourd'hui en matière de dérive de la jeune génération. Mais si vous avez bien suivi mon intervention,
vous allez vous rendre compte que le sous-thème 3 est relatif au mentorat et réseautage pour l'efficacité de la femme administrateur. Qu'est-ce que nous mettons dans mentorat? C'est pour nous l'occasion de trouver, nous femmes administrateurs, de constituer des mentors pour les femmes, les filles de la jeune génération. Cette première édition des Journées de la femme administrateur sera parrainée par le Premier ministre Patrick Kachi. Depuis sa création en 2006, le RIFEMAD poursuit un seul objectif, promouvoir la qualité dans l'administration publique. Et nous poursuivons notre édition dans l'agrotransformation. Les membres de la boutique paysanne, dont l'objectif est d'aider les producteurs et transformateurs agricoles ivoiriens dans la commercialisation de leurs produits, étaient en assemblée générale ordinaire à la Chambre d'agriculture dans la commune du Plateau. 3 points étaient à l'ordre du jour: le bilan de l'année écoulée, la participation à l'événement agricole international qu'est le SARA et la tenue ou non de l'activité principale annuelle au carrefour du terroir. Philippe Zabo et Ismaël Doza. La salle d'accueil de l'Assemblée générale ordinaire de la boutique paysanne était exiguë. Pour cause, le point numéro 2 de l'ordre du jour, concernant la participation ou non de la boutique paysanne au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan Sara en septembre, ce point-là a lui seul tenu en haleine les membres de la boutique paysanne. À l'unanimité des personnes présentes, l'AG a décidé de la participation de la boutique paysanne au Sara en rang serré. Sachez que la boutique paysanne n'ira pas en détail cette année. Cette année, ça va être le label qui va être mis en avant. On va démontrer à tout le monde entier, à travers cette participation, que les acteurs pour lesquels l'État de Côte d'Ivoire se bat prennent conscience aujourd'hui. Et ils savent qu'ils doivent pouvoir aider l'État à les aider. Donc la boutique paysanne décide de prendre son stand malgré l'appui, malgré l'accompagnement qui va être donné par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture. Le label va être représenté, mais pour démontrer tout le potentiel en matière d'agrotransformation. Ce point de l'ordre du jour adopté, l'organisation du carrefour du terroir par la boutique paysanne a donc été reportée. Donc, on ne peut pas organiser le carrefour du terroir au même moment que le Sahara, parce que le Sahara est bel et bien organisé pour nous. Donc c'est nous qui devons porter, c'est nous qui devons nous mobiliser pour être à ce Sahara, pour démontrer que l'État a bien fait d'initier ce grand rendez-vous mondial pour l'agriculture. Et donc, à l'unanimité, on a décidé que le carrefour du terroir soit organisé donc l'année prochaine. La boutique paysanne est une société coopérative initiée en 2017 sous l'impulsion du ministère de l'Agriculture avec l'accompagnement de la Chambre d'agriculture pour servir de vitrine de promotion et de vulgarisation de produits transformés issus de l'agriculture ivoirienne. Intéressons-nous à présent au journalisme économique. Quelle place pour l'information économique dans la construction de l'intégration régionale? Ceci est le thème central de la 3e édition du Forum africain de la presse économique et financière qui s'est tenu à Abidjan, venu de la sous-région ouest africaine et de l'Afrique centrale. Ce sont des journalistes économiques soucieux du devenir de leur corporation. Issa Badini et Marius Siri ont suivi pour vous les 2 panels qui ont meublé l'édition. L'Afrique au défi du renforcement de la résilience économique. Dans cette salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie, ils sont à la table des séances pour répondre à cette première problématique. Jean-Hervé Lorenzo du Cercle des économistes, Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, Mahamadi Sebogo du groupe Sidwaya, c'est au Burkina Faso, Guillaume Libi de William Kamé Advisor ou encore Samba Oumar Fall du quotidien Le Soleil. Nous sommes à la 3e édition du FAPEF, Forum africain de la presse économique et financière. Et quand certains parlent de fixation d'objectifs, pour d'autres, il faut également voir du côté du narratif qui mérite d'être réorienté. Nous proposions que chaque pays ait pour objectif d'obtenir un taux de croissance minimum de 10%.
Souligner les narratifs généralement sur nos pays, sur nos continents, sur nos économies, ces narratifs qui viennent de l'extérieur ne présentent pas souvent nos pays sous de bonnes auspices. Entre narratifs et objectifs, il y a la formation des journalistes économiques, piliers du développement économique selon Michel Lauré, le président directeur général du FAPEF. Si nos dirigeants s'intéressent aux médias étrangers, c'est simplement parce que le fait qu'ils vous forment, que vous n'ayez pas accès à l'information, ne signifie pas tout. Ça ne veut pas dire que c'est à cause seulement ça qui préfèrent les gens de l'extérieur. C'est parce que vous ne faites pas bien votre travail. C'est parce que vous refusez de vous former. C'est parce que vous refusez de comprendre que le journalisme économique est un puissant vecteur. Fondé il y a 3 ans, le FAPEF s'est vu un cadre de rencontres et d'échanges entre journalistes, institutions économiques et de développement, économistes et chercheurs. Vous êtes une entreprise et vous voulez mieux gérer votre système technologique en temps réel. L'application Geotrack et Mentex de la structure BBC & Partners pourrait vous intéresser. Cet acteur reconnu sur le marché français a récemment présenté au chef d'entreprise ivoirienne sa solution météo en temps réel du pilotage des processus critiques numériques de l'entreprise. Eunice Bogou et Doumbia Ayouba. Ces chefs d'entreprise et autres patrons d'industrie sont venus découvrir le savoir-faire de la structure BBC & Partners en matière de gouvernance de son système d'information en temps réel. BBC & Partners leur a présenté sa dernière trouvaille, son innovation contrôle totalement pensée mobile. Il s'agit de 2 applications natives, Geotrack et Mentex, permettant aux chefs d'entreprise de retrouver les informations essentielles de sa production en un clin d'œil. Une vie statistique qui offre la possibilité d'avoir un bilan de la gestion de leur flotte du système informatique. Nous organisons cette conférence pour présenter nos différentes solutions, telles que la solution de gestion de maintenance assistée par ordinateur, dénommée Mentex, qui est un outil d'aide aux entreprises, d'aide à la décision, aux entreprises qui leur permettent d'améliorer leur performance et de réduire leurs charges. La deuxième solution, c'est la solution de géolocalisation qui se nomme Geotrack, qui est une solution qui permet de localiser en temps réel les biens et les personnes. Et c'est une solution qui permet aussi de réduire les charges en termes de consommation de carburant. Je dirais merci à BBC & Partners de proposer ces solutions qui sont vraiment intéressantes et qui proposent un éventail d'applications pour aider les entreprises à pouvoir manager et gérer leurs activités, la gestion de leurs ressources. Aujourd'hui, on veut marquer notre présence ici à Abidjan, qu'on a bien l'intention d'y rester. On a créé une agence, on a recruté du personnel, on va délocaliser probablement prochainement des équipes de développement qui souhaitent venir s'installer ici. Créé en 2009, BBC & Partners est un cabinet de conseil en management et technologie, spécialisé dans l'approche d'excellence opérationnelle. Elle est basée en France et en Afrique de l'Ouest. Il existe désormais un accord entre l'Agence de coopération coréenne KOICA et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les responsables des 2 entités ont procédé à la signature de conventions à Abidjan. Cet accord vise à renforcer les capacités au niveau de l'enseignement supérieur dans les domaines de TIC et de l'amélioration de l'environnement de la formation digitale de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le récit de Walter Kofi. La numérisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire poursuit son ascension. Un partenariat vient de se concrétiser entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Agence de coopération coréenne KOICA pour le grand bonheur des professeurs et étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Cet accord aboutit à un projet de 9,95 millions de dollars, environ 6 milliards de francs CFA, qui serviront à équiper l'université Félix Houphouët-Boigny en matériel informatique, en logiciels de dernière génération, ainsi que d'un centre d'innovation en matière de TIC. Ce projet a 3 composantes majeures dans sa mise en œuvre. Une première composante qui porte sur le renforcement des capacités d'enseignement et de recherche-développement en matière de TIC. Et une deuxième composante
qui porte sur la mise en place d'un réseau local de très haut débit et d'un centre de données, un data center, comme vous voulez, à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui va venir renforcer d'ailleurs les data centers existants actuellement à l'Institut de recherche mathématique de l'UFHB. Et une troisième composante qui porte sur la réalisation d'un centre d'innovation en TIC, qui est tourné vers la mise en œuvre disons, des résultats de la recherche en matière de TIC. La Corée mène beaucoup de projets en Côte d'Ivoire. Mais ce projet qu'aujourd'hui les deux parties ont signé est d'autant plus significatif parce que la Corée a réussi à réaliser sa croissance économique en développant les ressources humaines. Donc j'aimerais que ce projet contribue au renforcement et au développement du capital humain en Côte d'Ivoire aussi. Notons que le renforcement du numérique dans l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody rentre dans le cadre du pilier 2 du plan national de développement de la Côte d'Ivoire 2021-2025 qui vise à assurer une meilleure éducation à tous les jeunes vivant en Côte d'Ivoire. Le nouveau président du conseil d'administration du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, Sawadogo Boubacar, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, a eu une séance de travail avec le directeur général, Joseph Assi, ainsi que son personnel. Cette rencontre a permis aux deux personnalités d'échanger sur les difficultés auxquelles est confrontée l'institution inter-État et les solutions à apporter pour son rayonnement. Fulgence Canon et Nicolas Angwa ont suivi la cérémonie. Mener des réflexions sur l'avenir du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, c'est l'ordre du jour des échanges entre son directeur général Joseph Assi Kodis et le président du conseil d'administration de cette institution inter-État, Sawadogo Boubacar. Par ailleurs, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso. Après avoir fait l'état des activités menées depuis le mois de janvier, le directeur général a fait part au PCA des difficultés auxquelles est confrontée cette institution qui a pour vocation la formation des cadres africains. D'abord, le foncier, puisque nous sommes sur le site de l'université de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny, qu'il faut d'abord sécuriser. Ensuite, nous avons l'extension du centre qui est devenue trop exiguë et qui n'arrive plus donc à répondre efficacement aux demandes qui nous sont adressées. Et puis on a la question du financement du centre que nous avons soumis également à M. le ministre, président du conseil d'administration. Voilà les trois grandes difficultés que nous avons au niveau du Campc. Ayant pris bonne note des doléances à lui faites, le président du conseil d'administration du Campc a promis entreprendre les démarches nécessaires auprès des États membres pour faire du centre une institution forte. Et il s'agit principalement de voir comment est-ce qu'on va procéder à l'extension du Campc en termes spatial et aussi en termes d'opportunités, en termes d'intervention. Donc il y a des questions qui vont être traitées avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Notamment, on mettra tout en œuvre pour que le vice-président du conseil d'administration, qui est le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, pour qu'il prenne ça à bras le corps. Le visiteur du jour a reçu des mains du personnel un tableau et un présent comme aquaba, avant d'effectuer une visite guidée des locaux du centre et de prendre part à un planting d'arbres. Le déploiement de la politique sociétale de la société Barrick exploitant la mine d'or de Tongon dans le département de Mbeng se poursuit. Récemment, c'est l'hôpital général de ce département qui a reçu du matériel. Il s'agit d'équipements biomédicaux, d'outils techniques et de matériel immobilier pour un coût de 2 millions de francs CFA. Plus de détails avec Monésir Nascimento. C'est un lot de matériel médical, technique et immobilier fourni à l'hôpital général de Mbengue. Il va contribuer au renforcement des capacités générales de l'hôpital départemental avec dans le viseur des services médicaux efficaces pour les populations de 5 villages justant la mine d'or de Tongon. Le coup est encore réussi pour la société Barrick, exploitant de la mine d'or de Tongon qui poursuit le déploiement de sa politique sociétale. Une politique sociétale qui vise à laisser
Un hôpital de qualité contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations à la fin de l'exploitation minière. Barrick a toujours fonctionné pour le principe gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant avec l'État de Côte d'Ivoire, gagnant-gagnant avec la communauté. Et l'objectif du PDG Marc Bristow, c'est de faire en sorte qu'à la fermeture de la mine, qu'on puisse léguer des projets générateurs de revenus à la population. Donc ça fait aujourd'hui 13 ans que cette mine fonctionne et les intérêts de la communauté ont toujours été une priorité pour cette mine. Si bien qu'à ce jour, c'est à peu près 9 milliards 600 qui ont été dépensés pour la communauté. Et dans le domaine de la santé qui nous concerne aujourd'hui, c'est un peu plus de 1 milliard que nous avons dépensé. La santé, c'est pour entretenir la vie et je disais comme ça que tous les trésors de l'univers réunis n'ont pas la valeur d'une seule vie humaine. Ce dont, faut-il le souligner, vient porter à un total de 9,6 milliards les actions communautaires en faveur des populations et particulièrement 1 milliard les actions dans le domaine de la santé. Bientôt, les élections locales en Côte d'Ivoire. Elles suscitent déjà des tensions dans le pays. Pour calmer le jeu, le médiateur délégué de la région de Gbeke mobilise les leaders communautaires gardiens de la paix et de la cohésion sociale. À cet effet, ils ont été formés sur les techniques de prévention et d'alerte précoce de conflits. Emmanuel Bonzo. Les échéances électorales sont parfois source de tensions en Côte d'Ivoire. Des situations qu'il faut maintenant prévenir pour éviter les conflits lors des prochaines élections locales dans le pays. C'est à cela que s'attelle le médiateur délégué de la région de Gbeke, Anélone Clarisse Conan. Pour cela, elle implique les membres du comité de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale de Bouaké en leur inculquant les techniques de prévention et les mécanismes d'alerte précoce des conflits. Le temps d'un atelier, ils ont été formés sous les outils nécessaires à privilégier lors de leur mission de prévention et d'appui à la gestion pacifique des conflits. Nous les exhortons chaque fois à bien écouter, à bien suivre, être attentifs pour s'approprier les outils, ces outils importants-là que nous leur donnons à travers cette formation-là pour qu'ils puissent agir efficacement sur le terrain. La formation a été assurée par l'expert formateur Cla Conan et aussi médiateur délégué des régions du Indi, de l'Ifou et du Moronou. Aux participants, il a demandé de privilégier le dialogue communautaire ou intracommunautaire, les alliances interculturelles et interethniques, les parentés à plaisanterie et bien d'autres outils de prévention et de règlement des conflits. Nous leur demandons aussi d'être très conscients du fait qu'ils ont un rôle important à jouer, qui sont les relais du médiateur de la République au plan local, et donc qu'ils soient dans une veille permanente en cette période électorale. Moi, en tant que président, j'ai déjà pris mon bâton de pèlerin pour rencontrer les parents, c'est-à-dire les candidats, pour qu'ils reviennent à la raison, pour que nous entendions, pour que ce que nous avons vécu au temps jadis ne nous arrive plus. À l'approche des élections locales prochaines, le médiateur délégué de la région de Gbeke mobilise les populations à l'effet de préparer les esprits à la paix. Parlons toujours de climat de paix et rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République a lancé une campagne nationale pour des élections locales apaisées, en prélude aux élections locales du 2 septembre. Dès le mois de juillet jusqu'au mois d'août, les délégations régionales de l'institution rencontreront les populations à l'effet de les sensibiliser sur la nécessité d'apaiser les joutes électorales et de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. À 2 mois des élections municipales et régionales de septembre 2023, Adama Toungara, le médiateur de la République, était à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Il a lancé des missions de sensibilisation pour des élections locales apaisées et sans violence. Il s'agira pour les émissaires du médiateur de la République d'aller au contact des populations pour la sensibilisation sur la tenue d'élections locales apaisées et sans violence. Au terme de cette mission, les acteurs politiques invités seront amenés à signer une charte d'engagement à la paix avant, pendant et après la période électorale.
et dans notre volonté de consolider la paix et la cohésion sociale, le médiateur de la République initiera dans les mois de juillet et août 2023 des missions de sensibilisation des populations pour la tenue d'élections locales apaisées et sans violence en septembre 2023, au terme desquels les acteurs politiques invités seront amenés à signer une charte d'engagement à la paix avant, pendant et après la période électorale. Le médiateur délégué des régions du Go, du Lodibois et de la Nawa, Guéibri Luka, au nom de ses pairs, a réceptionné de façon symbolique sa feuille de route et promis aller auprès des populations pour une campagne de sensibilisation à la non-violence. Mais avec cette feuille de route et avec ces élections de septembre, nous serons encore plus à l'aise. À Daloa, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire a remis les clés de 6 latrines construites au groupe scolaire du quartier Gbeliville à la grande satisfaction des enseignants responsables du système éducatif local. Les travaux, qui ont coûté un peu plus de 5 millions de francs CFA, ont consisté à raser les anciennes latrines en ruine pour en construire un nouveau bâtiment répondant aux normes d'hygiène. Emmanuel Quadio, Michel Brou. C'est un jour qui marquera l'esprit des populations de Gbeliville. L'école primaire publique a bénéficié de latrines flambantes d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Ce don du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire est un soulagement pour les populations et les enseignants de cette localité. Un exemple que les autorités invitent à adopter. Chaque année, nous organisons des journées. À l'issue de ces journées, nous avons un gala de bienfaisance et nous faisons des dons. Donc nous avons commencé par les 2 capitales. On a offert un don aux enfants autistes à l'INSP Gadjamé. On est parti à Yamsoko, on a fait un don à l'hôpital psychiatrique. Donc ça, c'était pour les capitales. Ensuite, nous sommes partis vers la région Est. Nous avons fait des dons aux orphelinats. Et cette année, logiquement, c'était la région Ouest. Alors, le thème de nos journées, c'était « Moi, pharmacien éco-responsable, j'aime et je respecte mon environnement ». C'est à ce titre que nous avons appelé le docteur Mabou, qui est le président de la région Ouest, et nous avons demandé qu'il nous désigne des écoles, parce que comme cette année, justement, vous dites c'est l'année de la jeunesse, nous avons voulu réhabiliter des écoles. Donc, il a appelé l'inspecteur, ils ont choisi des écoles, et c'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui à Gbeliville pour restaurer les écoles, les latrines des écoles. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, à travers ce don, vient marquer sa pierre au renforcement des infrastructures scolaires telles que prônées par le gouvernement ivoirien. Il s'est tenu récemment à Nafungolo, dans la région de Ouangolodougou, une journée d'excellence organisée par l'Association des jeunes actifs de Nafungolo. Le but était d'encourager les élèves qui se sont démarqués positivement des autres et inciter les uns au travail. Le commentaire de Daouda Ouattara, notre correspondant. Dans l'objectif de créer l'émulation au sein des élèves du groupe scolaire Nafungolo, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région de Tchologo, département de Ouangolodougou, l'association des jeunes actifs de Nafungolo à Djanaf vient de récompenser tous les meilleurs élèves de ce village afin d'encourager les uns à devenir les meilleurs, les deuxièmes, les premiers et les faibles à faire plus. Une initiative saluée par les encadreurs et parents d'élèves. Et l'association des jeunes actifs de Nafungolo a organisé cette journée d'excellence qui est une journée dédiée aux élèves qui se sont positivement distingués pendant l'année scolaire. Aujourd'hui, nous célébrons la journée d'excellence scolaire qui honore les élèves qui ont travaillé dur pour atteindre des résultats remarquables. Cette journée n'est pas seulement une fête où l'on offre que des cadeaux. Non, non, non. C'est avant tout célébrer l'excellence, si chère à notre ministre de tutelle. C'est toujours un plaisir sans cesse renouvelé pour moi d'être invité.
Zaré Mamadou, représentant de l'honorable Sanoko Mamadou, député de la circonscription Diawala Niele Tumukoro, parrain de cette première édition, a au nom du parrain encouragé les enfants. Adjanaf a pour mission principale d'apporter les changements positifs au niveau du village à travers des actions sociales et communautaires. Cette sympathique cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, M. Tene Birahima Ouattara, et le parrainage de l'honorable Mamadou Sanoko. Durant 2 jours, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de San Pedro Seweke a organisé la 3e édition de la fête des écoles. C'était en présence du représentant du préfet de région, du représentant du ministre-gouverneur du district du Bassa-Centra, de plusieurs autres autorités ainsi que les acteurs du domaine. Abel Kwao, Djekou de Silva, dans un commentaire de Michel Brou. La première journée de ces activités a débuté par la célébration du mérite et de l'excellence des écoliers. Et ce, avec un défilé suivi de plusieurs productions des élèves avec les finales des concours par niveau, CP, CE et CM. Entre autres, la lecture, la poésie, l'épellation et la dictée. Dans l'après-midi, les finales sportives, le football féminin et le football masculin. Ensuite, les finales des enseignants. Handball féminin avec la victoire des secteurs de Seweke et d'Edjako sur les secteurs Cathédrale et Victor Balé. Quant à la finale de Maracana Homme, c'est le secteur Victor Balé qui est monté sur la plus haute marche du podium. La deuxième journée a été marquée par un dîner gala dénommé le dîner gala de l'instituteur, doublé de la présentation des Oscars pédagogiques, hommage aux retraités et aux promus des concours professionnels. Ces activités socio-culturelles et sportives nous réconcilient avec les valeurs premières de l'école, qui sont celles d'apprendre de nous-mêmes et des autres pour être utiles à la société. Je félicite donc la population éducative de San Pedro Seweke et les parents d'élèves et tous ceux dont les actions et la disponibilité ont permis le bon déroulement des différentes activités. Nous fêtons ensemble l'excellence. L'excellence, c'est ce que nous pouvons donner à notre pays. Et ceux qui sont chargés de cela sont les enseignants. Notons que la 3e édition de la fête des écoles de l'IEP San Pedro Seweke fut une réussite totale. Vive la 4e édition. Les Nations Unies ont institué depuis 2003 la date du 23 juin, Journée mondiale de la fonction publique. Dans le viseur, le fonctionnaire autrement, sinon vertueux. Vertueux, le rêve peut-il devenir une réalité? C'est la question que se pose Issa Badini. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la chronique Business 24. Hier, vendredi 23 juin, a été célébrée la Journée mondiale de la fonction publique. Instituée en 2003, c'est une journée qui a pour but de célébrer la valeur et la vertu du service public pour la communauté, de souligner la contribution du service public au processus de développement, de reconnaître le travail des fonctionnaires et d'encourager les jeunes à poursuivre des carrières dans le secteur public. En clair, il s'agit de promouvoir, entre autres, un modèle plus humain du service public. En Côte d'Ivoire, cette année, Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique, a pris une semaine, voire un mois, pour rechercher l'oiseau rare, le sésame précieux, enfin, le fonctionnaire nouveau, pour transformer son administration publique. Pour ce faire, elle a employé de gros moyens, des conférences, des ateliers, des précieux cadeaux, dont voitures et villas, mais pour amadouer ses agents, la dame de fer, celle qu'on appelait il y a peu Mama Bulldozer, s'est même ramollie tout en déployant des sourires transversaux et des conseils de grand-mère. Pendant une semaine, à l'occasion des Journées de la fonction publique édition 2023, Anne Désiré Ouloto est allée d'atelier en atelier pour prêcher la bonne parole. Mais
Seulement, mais, est-ce que la bonne foi et la bonne volonté de Madame la ministre suffira? Dans un continent où les fonctionnaires se prennent souvent pour Dieu en personne et considèrent l'usager client comme l'esclave résigné et en tant que tel, invité à se taire et attendre, ce n'est pas demain la veille. Pire, ce sont des fonctionnaires et agents high-tech, spécialistes du camouflage et indétectables au radar, des caméléons somme tout, capables de virer au rouge vif face à un inconnu, au blanc-seing à côté du grand patron, au blé doux face au sexe opposé ou au bon portefeuille. Du pain sur la planche de la présidente du conseil régional, du cavalier, c'est peu de le dire, car face aux rêves parfois absurdes d'un agent de catégorie A qui rêve de rouler une Bugatti et passer ses vacances sur la Côte d'Azur sans toutefois changer de catégorie ni de poste, il faut être prophète pour enlever Satan dans sa tête. De la carotte à nous, l'auto en donne beaucoup en ce moment dans son désir du fonctionnaire nouveau, mais du désir à la réalité, il faudra en plus de la carotte un gros bâton et Dieu seul sait combien elle en est capable. Bon sens, Madame la ministre, pour ce qui concerne votre rêve de fonctionnaire nouveau. À vous, enfin, à nous, bonne journée de la fonction publique. Vive la transformation du service public pour que vive la satisfaction légitime de l'usager client, mais également la lutte contre la corruption, cancer du développement. À bientôt. C'est sur cette chronique que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.